Merci Jawad. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je me présente, donc Delphine Baker-Cook, je représente Galvanize, une marque de la société Diligent. Je suis dans le GRC depuis environ 15-16 ans, principalement en Europe, et j'ai aidé des équipes multinationales à réduire leur risque, à se mettre en conformité avec la loi Sapin 2 en France notamment. Et je les ai aidés à mettre en place les technologies de l'information et de la gestion du risque. Aujourd'hui, je vais partager le floor, comme on dit en anglais, avec Fabrice Guillot. Fabrice? Oui, bonjour à tous. Fabrice Guillot, donc moi je suis associé au sein du département Business Risk Services de Grant Thornton. Donc je suis en charge des missions de gestion des risques autour des systèmes d'information, dont notamment des audits informatiques, des solutions de data analytics pour les fonctions de contrôle, et puis des solutions, la mise en œuvre de solutions GRC comme iBond. Donc moi j'ai un double parcours consultant ERP et puis ensuite auditeur. Et donc je suis chez Grant Thornton depuis 2015. Merci. Donc, comme Jawad vous l'a dit, n'hésitez pas à poser des questions dans la chat. Nous y répondrons plutôt à la fin, je pense, ce qui permettra de respecter le flow du webinaire. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, on va vous parler donc du contrôle interne et comment rendre l'organisation plus performante, des changements dont vous avez sûrement commencé à sentir, et comment y faire face, des étapes pour créer un système de contrôle interne solide. Et puis, on vous montrera comment les logiciels peuvent vous aider à y parvenir avec une petite démonstration de la plateforme de Galvanize iBond. Et donc, la transformation de l'entreprise jusqu'à présent s'est faite en 3 temps. On a remarqué déjà l'intégration des ERP, ça a été le temps 1. Ensuite, il y a eu l'intégration des CRM, type Salesforce, etc. Et maintenant, on a l'intégration de la GRC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est notre objectif? Sûrement pas d'avoir une solution en plus pour vous, mais l'objectif est de consolider la partie GRC en la positionnant vraiment à travers toutes les lignes de défense. C'est la capacité à vous offrir de la visibilité, de la gestion du risque, de développer des programmes d'audit qui sont plus rapides, de la conformité. Vraiment, c'est faire de la conformité sans un coût extravagant, d'accord, qui est quand même une problématique actuelle. Alors, qui sommes-nous chez Galvanize? D'abord, nous sommes canadiens. Nous venons d'être rachetés par le groupe Diligent, un groupe qui s'occupe vraiment de la gouvernance, mais au niveau des boards. Donc, il va y avoir une transformation de notre offre qui va vraiment aller de la gouvernance au niveau des directoires et des conseils d'administration et qui va qui va continuer à votre niveau les troisièmes lignes de défense, les secondes lignes de défense auxquelles vous appartenez et les premières lignes de défense. Donc, le groupe Galvanize en lui-même a environ 7000 clients, des sociétés des Fortune 500, plus de 900 organisations également publiques qui sont clients qui utilisent notre plateforme iBond. Nous sommes un des leaders dans la gestion des risques. Toutes les années, les Forrester et les Gartner nous analysent et toutes les années, nous sommes dans le top des leaders. Okay. Notre plateforme, comme je l'ai signalé, s'appelle iBond. iBond a 6 solutions de conformité en ce moment, reliées à ce qu'on appelle ACL robotique. Donc, il y a la fraude, il y a le contrôle, il y a le risque, il y a la compliance ou la conformité en français, il y a l'audit et il y a tout ce qui est cyber et IT, sécurité, IT, risk management. Tout ça peut reposer sur ce que nous appelons le robot ou ACL robotique. Donc, l'analyse de données,
qui remonte ensuite les anomalies éventuelles soit dans la fraude, soit dans le contrôle, soit dans la conformité, etc. etc. Donc, c'est ce que nous allons vous démontrer aujourd'hui. Donc, ça, c'est notre plateforme. Comment éteindre les contrôles internes afin de rendre l'organisation plus performante? C'est une très bonne question et on va commencer par vous poser un polling question qui est vraiment quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque nous parlons de contrôle interne? Alors là, on va vous demander donc de choisir une solution. Ce n'est pas un choix multiple. On va vous donner peut-être 30 secondes. Allez-y. C'est intéressant. Donc, 41, c'est le respect des procédures. 24, l'atteinte des objectifs. Et ensuite, conformité et sapin 2. Oui. Pas mal. Tout à fait. Donc, on voit effectivement que le processus contrôle interne, c'est avant tout le respect des procédures dans le but d'atteindre les objectifs. Donc là, on retrouve la définition générale du concept de contrôle interne, sachant que derrière, le contrôle interne sert aussi, bien sûr, à s'assurer de la conformité. Et comme on est dans des thèmes d'actualité, Sapin 2 et de façon générale la conformité, on voit effectivement que ces thématiques ressortent également. Oui, tout à fait. Parfait. Donc, on a vu le résultat du polling. Pourquoi les contrôles internes sont-ils nécessaires? Bon, évidemment, comme on l'a vu, votre métier, c'est de faire respecter, de contrôler que les processus sont respectés, de contrôler que les processus marchent. C'est nécessaire pour gérer l'organisation, mais c'est également et surtout nécessaire pour vous permettre de travailler avec la première et la troisième ligne de défense. En ce moment, nos clients, et je suis sûre que vous le voyez également, on voit que la fonction du contrôle interne est en train de se dédoubler. Traditionnellement, quand on parle contrôle interne, on parle contrôle financier, mais aujourd'hui, il y a également le contrôle de la sécurité de l'IT, le contrôle du cyber security, dans la RH. Je discutais avec des clients il n'y a pas longtemps qui m'ont parlé qu'ils étaient en train de contrôler du carbon control. Donc, effectivement, il y a une multiplication des contrôles à faire et c'est en gros toute une décision stratégique des organisations pour s'assurer que vos objectifs au niveau groupe sont tenus. Donc ça, c'est une évolution un petit peu du contrôle interne qui va aider, qui va permettre à vos dirigeants de mieux définir les objectifs de l'entreprise, de mieux définir la stratégie, mais également votre mission, c'est de protéger l'entreprise contre toute éventuelle menace, les vulnérabilités potentielles. Quand on commande une voiture, généralement, les roues, le volant, les freins ne sont pas en option. Donc, bon, c'est pareil pour l'entreprise. Vous êtes là pour apporter la confiance, l'assurance, la confiance dans le processus, l'assurance par les tests. Et là, je pense que c'est très intéressant et je pense que c'est ce qu'on va également essayer de vous démontrer, comment la technologie peut vous aider. Il y a des choses qui sont très manuelles, très répétitives, qui sont faites au niveau échantillonnage. Et là, la technique peut vraiment vous aider à être peut-être plus efficace, ce n'est pas vraiment le terme, parce que vous allez me dire, mais on est très efficace, et je suis sûre que vous l'êtes, mais gagner du temps, automatiser des fonctions, vous libérer de certaines tâches, faire en sorte que vous pouvez vous consacrer sur peut-être des tâches un peu plus intéressantes, sans ne rien sacrifier. Voilà, donc le but, c'est vraiment de créer des organisations plus productives, et encore une fois, ce travail collaboratif qui est très importante avec la première et la troisième ligne de défense.
à titre d'exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, les nouveaux contrôles que vous êtes peut-être amenés à faire, autres contrôles type financier, la politique de mise à jour des antivirus qui est faite automatiquement, les mots de passe qui sont changés régulièrement par les systèmes quand ce n'est pas des choses qui sont forcées. Tout ça a des conséquences sur vos métiers, tout ça doit être testé, contrôlé, et par conséquent, votre métier doit pouvoir, l'évolution, faire en sorte que vous avez une multiplication des risques potentiels, et donc vous devez avoir des outils pour vous aider à faire ces contrôles de manière complète, fiable. Et puis bon, il y a le défi du travail à domicile qui ne doit pas faciliter la tâche, qui facilite la tâche de personne. Donc, il y a moins de contacts, moins de relations, c'est beaucoup plus complexe d'aller vérifier si Pierre-Paul ou Jacques a fait ci et ça. Et la technologie est justement là pour vous aider, pour automatiser, mais aussi pour contrôler. OK? Alors, ça nous amène au sujet suivant, qui est le changement, qui est le plus grand défi pour le contrôle interne et pour un contrôle interne efficace. Donc, la deuxième question qu'on va avoir, c'est quelle est la maturité de votre automatisation de votre contrôle interne. Donc là aussi, on va vous laisser quelques secondes pour répondre. Intéressant. Donc, il y a quand même c'est assez balancé. Hein, il n'y a pas de maturité, 34%. En cours de recherche, 29%. Et puis, il y a quand même 23% qui utilisent déjà une solution GRC. C'est intéressant. Je vais fermer ça. Alors, donc les changements auxquels on fait face dans le contrôle interne, bon, bien sûr, il y a le fait d'avoir l'impact du Covid-19, de travailler à la maison, de ne pas forcément voir ses collègues, etc., a emmené une certaine numérisation de votre métier. Donc, ça a amené ça a changé la donne. Et les risques qui vont avec, c'est un risque environnemental, un risque politique aussi dans certaines entreprises. Le risque technologique est énorme aujourd'hui et le risque de cybersécurité également. Donc, tout ceci doit être bien sûr contrôlé, monitoré et éventuellement peut-être changer ou adapter des processus qui étaient là depuis longtemps, qui marchaient très bien et qui soudainement se sont retrouvés ne fonctionnait pas forcément si bien que ça. Donc, l'avenir du contrôle interne, c'est vraiment, façonner ces menaces, ces nouvelles menaces potentielles et vraiment essayer de les mesurer et d'en venir à bout. Ce qui veut dire que ça nécessite une prédiction meilleure, plus rapide des risques, dans un monde qui est extrêmement rapide, de plus en plus. Et donc, les contrôles robotiques sont vraiment un outil qui peut vous aider à faire ça, à faire remonter les informations, les risques potentiels et à vous permettre de les loguer, à vous permettre d'avoir des investigations, regarder s'il peut y avoir des plans de remédiation, et puis éventuellement, comme je le disais, changer des processus qui sont là depuis très longtemps. Vraiment, ce qu'on essaye d'aider nos clients à faire, c'est de créer un contrôle interne qui est très efficace, qui est rapide, qui est rapportable également. Notre monde est un monde de données en temps réel. Le but d'avoir une automatisation et une solution technologique, c'est d'avoir toutes les informations 24 heures sur 24 et d'avoir les vraies informations
et de les maintenir sur la durée. Et donc, également, bien entendu, d'être très flexible pour s'adapter à la prochaine crise, je ne sais pas, sanitaire, humanitaire, Dieu seul sait, et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais au cas où, il faut qu'on puisse s'adapter. Voilà. Donc, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Bon, vos équipes du contrôle interne doivent être soumis à Sapin 2, par exemple, et à la conformité. Il y a énormément de pression au niveau des budgets, on l'a vu, il y en a toujours eu, mais avec le Covid, je pense que vous ne me contredirez pas en me disant, si je dis que vos budgets ont été réduits, peut-être également votre équipe, et malgré tout, il faut quand même maximiser les résultats. Donc, il faut s'appuyer sur des systèmes, des ERP, des systèmes et sur l'automatisation des processus et des programmes. Parce qu'autrement, même en travaillant 24 heures sur 24, ça ne le fera pas. Donc, les contrôles intégrés au système, ça peut être également une mine d'échecs, du contournement, de la perte de temps, des frictions personnelles, la politique intra-compagnie quand on achète une autre compagnie, etc., etc. Tout ceci sont des problématiques auxquelles vous faites face, avec des situations qui sont aujourd'hui, par exemple, des responsables, des exécutants qui sont désengagés ou partiellement désengagés, fatigués par des tâches répétitives, des problématiques qui sont toujours les mêmes. Et donc, demain, on essaye d'apporter des solutions conçues pour regrouper les cadres de contrôle, pour être efficace, pour créer une interface utilisateur facile, avec une méthodologie qui est au cœur de votre framework et de votre framework et de votre risk map, de votre cartographie des risques, un système qui va vous permettre d'avoir des mesures d'assurance très claires, des plans de remédiation automatisés, avec preuve à l'appui, et qui va vous permettre, en gros, de faire votre métier beaucoup plus facilement. Et donc, pour créer tout un système de contrôle interne solide, il y a certaines étapes à respecter. Et la dernière question de Pauline, c'est comment travaillez-vous avec la première et la troisième ligne de défense? Est-ce que vous y arrivez, mais doucement? Est-ce que c'est partiel? Ou est-ce que vos contrôles sont gérés dans une plateforme de GRC et donc vous travaillez déjà en collaboration? D'accord, intéressant. Je pense qu'il y a une corrélation entre partiellement et on y arrive doucement. C'est vrai que c'est un changement culturel, c'est un changement de processus aussi. Et c'est pas évident parce que généralement, Fabrice, tu peux me dire ce que tu en penses, mais généralement, j'ai des clients qui sont habitués à travailler dans leur petit coin et tout d'un coup, on leur parle de plateforme GRC, de transparence, d'échange, de communication, et c'est pas toujours facile, surtout quand on ne partage pas la même base de référentiel. Oui, tout à fait. En fait, souvent d'audit, même si elle doit s'appuyer sur les contrôles réalisés au niveau historique. On t'entend pas bien. Ah, pardon. Donc, je vais parler un peu plus fort. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a un historique aussi. C'est qu'au départ, les outils étaient quand même liés aux fonctions. Donc, il y avait des outils pour l'audit interne, d'autres outils pour le contrôle interne. Donc, il y a cet aspect historique qui faisait que eh bien, les fonctions peut-être travaillaient un peu moins qu'elles auraient dû du fait d'avoir ces outils qui n'étaient pas reliés. Mais maintenant, on est sur des plateformes GRC dont le but, effectivement, est d'avoir les différentes lignes de défense au sein de l'outil. Oui, il n'y a aucun doute que la fonction évolue, mais qu'il y a, il y a des questions budgétaires, des questions de culture et également la peur du digital.
c'est pas la peine de le nier, on y fait face tous les jours. Donc, comment les logiciels et le digital peuvent vous aider dans votre métier? Il y a 5 étapes. La première, c'est évidemment créer une source unique de vérité, un référentiel unique avec un cadre de contrôle interne central. La deuxième, c'est l'automatisation avec l'interaction entre les exécutants et les propriétaires du contrôle. C'est essentiel. La troisième étape, c'est la collecte la collecte des données et l'analyse de ces données opérationnelles qui va me permettre de mesurer l'efficacité du contrôle. La quatrième étape, ça va être d'identifier toutes les défaillances potentielles des contrôles, la gestion des mesures collectives, des plans de remédiation et effectivement, si besoin, de changer ou de modifier ces contrôles. Et évidemment, la cinquième étape, c'est l'assurance d'un vaste cadre de contrôle en temps réel. Ceci est matérialisé par notre solution. Donc là, vous avez ce que je vous ai dit au début, ACL Robotique, le robot, qui peut être connecté à tout un tas de différentes bases de données, ERP, SAP, Salesforce, Concur, etc., qui va vous faire remonter d'éventuels problèmes ou d'éventuelles fraudes ou d'éventuels processus qui sont cassés ou qui ne marchent pas très bien. Et dans la plateforme iBond, vous allez pouvoir après faire toute l'assurance, faire l'enquête, voir ce qui cloche, comme on dit chez nous, et puis faire un plan de remédiation et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et ensuite, vous aurez évidemment les indicateurs de performance, tout ce qui est KPI, KROI, avec des rapports qui sont excessivement poussés et qui peuvent être distribués à vos directeurs, à votre COMEX et à qui de droit. Donc, j'en termine ici. Je vais passer la parole et la démo à Fabrice qui va prendre le relais, qui va vous présenter justement comment lui, il aide les clients avec iBond. Et plutôt que de vous en parler, il va vous le démontrer. Oui, merci Delphine. Est-ce que tu peux juste départager l'écran, s'il te plaît? C'est fait. Oui, super. Parfait. Donc effectivement, merci pour cet éclairage, Delphine. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter la plateforme iBond en live. On voit vraiment comment ça peut s'implémenter un plan de contrôle dans la plateforme. Donc avant de vous présenter la démo, juste parce qu'on va naviguer entre un certain nombre d'écrans, juste pour que vous compreniez déjà le domaine d'application et puis l'articulation dans l'outil. Je vais vous présenter juste 2 slides rapidement. Premier slide, donc notre domaine d'application, on va voir comment on peut implémenter les contrôles comptables dans la plateforme. Donc, juste un rappel des exigences légales pour ceux qui ne seraient pas familiers. Donc, les contrôles comptables, c'est le 5e pilier de la loi Sapin 2 qui impose aux entreprises de plus de 500 salariés et de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires de mettre en œuvre des procédures de contrôle comptable dans le but d'identifier des faits de corruption ou de trafic d'influence qui seraient cachés dans la comptabilité. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est que ces contrôles, en fait, doivent faire partie de votre dispositif général de contrôle. Donc, ce n'est pas un dispositif que vous allez ajouter à côté, mais l'AFA, l'Agence française anti-corruption, a rappelé que ça devait être au sein de votre dispositif existant et qu'il faut adapter ce dispositif, donc soit ajouter des nouveaux contrôles anti-corruption, soit revoir un petit peu les contrôles existants. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter, ce plan de contrôle qu'on va vous présenter dans iBond. Juste pour comprendre l'articulation, donc Delphine vous a présenté les différents modules, différents composants de la plateforme. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces modules interagissent, puisqu'on est vraiment dans un système intégré. Donc là, moi, je vais vous présenter essentiellement la partie qu'on appelle contrôle bond. Donc, où vous définissez votre cadre de contrôle et vos activités de contrôle. Donc, c'est le module qu'on appelle projet. Et un projet correspond en général
à un référentiel de contrôle. Donc, vous avez deux étapes. Vous avez une étape de définition où vous allez définir votre cadre de contrôle. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir relier votre cadre de contrôle à une exigence réglementaire. Donc, c'est le premier pavé que vous pouvez voir sur le schéma. On va créer cette notion de conformité au contrôle comptable Sapin 2. Et ensuite, vous allez définir votre cadre de contrôle proprement dit. Alors, c'est bien sûr une approche basée sur les risques. Donc, vous allez définir vos risques en fonction de votre cartographie des risques de corruption. Donc, les risques, on parle de risques opérationnels ici, et les contrôles associés. Donc là, vous avez défini votre cadre de contrôle. Et ensuite, vous allez réaliser vos activités de contrôle. Donc là, on a pris un exemple où on avait les niveaux 1 et les niveaux 2. Donc là, on va avoir le management qui réalise ces contrôles, contrôle comptable sur les processus. Et vous allez, en tant que contrôle interne, vous allez superviser cela via une remontée d'informations, notamment par des questionnaires. Des questionnaires où le niveau 1 va pouvoir s'évaluer, où vous remontez des résultats de contrôle. Et ensuite, au niveau 2, vous allez pouvoir réaliser vos propres contrôles. Donc, on va voir qu'on peut faire soit des contrôles manuels, soit des contrôles automatiques. Donc, les contrôles automatiques, ça va être des contrôles par analyse de données qui vont permettre de faire une évaluation automatique de contrôle. Et ensuite, une fois que vous avez les résultats de ces contrôles, vous pouvez éventuellement faire des investigations auprès des métiers. Par exemple, vous voulez investiguer un contrat, investiguer un schéma comptable, vous allez pouvoir adresser des questionnaires ou des demandes au métier. Donc là, on voit que la plateforme permet vraiment de renforcer la collaboration et aussi, bien sûr, d'avoir une vision complète en temps réel de la situation. Donc voilà pour le cadre de contrôle. Et à la fin, donc je ne l'ai pas représenté ici, mais je vais vous présenter aussi le lien avec la gestion des risques, qui est important, puisqu'en fait, les contrôles comptables, une des exigences majeures de l'AFA, c'est que ces contrôles comptables doivent être vraiment créés en fonction de votre cartographie des risques de corruption. C'est-à-dire qu'ils doivent couvrir les risques de corruption. Donc ça, je le présenterai à la fin. Donc maintenant, on va aller dans la démonstration proprement dite. Excusez-moi. Donc là, nous sommes dans la carte de conformité. Donc ça répond à l'exigence d'avoir ces différents référentiels finalement à la même endroit et d'avoir une vision unifiée. Donc là, dans cette maquette, on a mis plusieurs réglementations, donc RGPD, le code de commerce, donc c'est essentiellement la loi de modernisation de l'économie avec l'exigence sur les délais de paiement, et bien sûr notre référentiel Sapin 2. Donc là, l'intérêt d'avoir ici cette notion de conformité, c'est que vous allez pouvoir, de premier coup d'œil, savoir quelle est la couverture, à quel point vous couvrez le règlement Sapin 2, à quel point vous êtes conforme. Donc là, on a pris les 8 piliers. Nous avons donc indiqué les 8 piliers avec des taux de couverture variables. Donc, par exemple, on a pris un cas où l'évaluation des tiers n'est pas encore complètement mise en œuvre, donc on a une couverture de 0%. Et puis, vous avez, comme l'avait indiqué Delphine, vous avez d'un côté la confiance, donc la couverture, et de l'autre l'assurance. Donc, l'assurance, c'est est-ce que vos contrôles fonctionnent et vous donnent une assurance raisonnable. Donc là, sur les contrôles comptables, on n'a pas fait l'effectivité, on n'a pas mesuré encore l'efficacité des contrôles, c'est pour ça qu'on est à 0%. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, donc vous avez votre aspect conformité, mais vous pouvez faire le lien, enfin, vous devez faire le lien avec les contrôles. Donc là, par exemple, on a mappé un certain nombre de contrôles avec cette exigence de mettre en œuvre des procédures comptables. Donc, par exemple, un contrôle sur les fournisseurs privilégiés, des écritures à risque relatives au sponsoring mécénat. Donc, vous mappez vos différents contrôles. Vous pouvez affecter un poids au contrôle et via cette pondération, eh bien, ça va vous donner au final votre niveau d'assurance en fonction de l'effectivité ou non des contrôles. Donc, ça vous donne vraiment une vision centralisée. Un autre point fort de la plateforme, c'est que si on se positionne maintenant sur le plan de contrôle
des contrôles comptables proprement dit, eh bien, vous avez une vision centralisée de l'état de vos contrôles, à la fois au niveau de la conception, du design et au niveau de l'efficacité. Donc là, je vois mes différents contrôles en lien avec mon projet, donc mon plan de contrôle comptable, et vous voyez le résultat. Donc, vous avez tout de suite une vision en temps réel, puisque c'est vraiment en fonction de ce qui a été mis à jour dans la plateforme à date. Donc, c'est assez intéressant. Et là, j'ai choisi contrôle comptable, mais j'aurais pu prendre d'autres référentiels de contrôle. Donc, j'ai une vision centralisée sur l'ensemble de mes plans de contrôle. Donc, maintenant, allons dans le cadre de contrôle, comme je vous les ai présentés dans le slide. Donc, dans vos projets, vous allez voir l'ensemble de vos référentiels de contrôle. Donc, nous, on va s'intéresser au contrôle comptable Sapin 2, le référentiel qui va nous intéresser. Et donc, là, on a choisi de définir des sections qui correspondent à des risques, en fait, aux différents risques de corruption. Et derrière ces risques, on va avoir une matrice de contrôle et de risque opérationnel plus détaillée. Donc, par exemple, si je vais dans le premier risque, collusion avec un acheteur, je vais avoir 2 risques et des contrôles associés. Alors là où c'est intéressant, c'est que la plateforme permet un lien flexible entre les risques et les contrôles. Donc, je peux affecter mes contrôles au risque. Donc là, j'ai affecté un contrôle à ce risque, mais j'aurais pu en affecter 2. Et à l'inverse, si je suis dans mon contrôle, je peux affecter plusieurs risques à un contrôle. Excusez-moi. Voilà, donc on voit qu'il y en a c'est important d'avoir cette flexibilité, puisque plusieurs contrôles peuvent couvrir un risque, éventuellement un contrôle peut couvrir plusieurs risques. Donc vous avez vraiment, si vous avez une matrice par exemple de contrôle sous Excel, de risque et contrôle sous Excel, vous pouvez vraiment la reproduire dans l'outil. Ensuite, on va aller dans un contrôle. Et dans le contrôle, on a donc bien sûr la définition du contrôle qui est détaillée avec les caractéristiques du contrôle. Et ensuite, on a bien sûr l'évaluation du contrôle. Donc, Fabrice, oui. Excuse-moi, on voit pas tu ne partages pas ton écran. Désolé. Ah, excusez-moi, j'ai fait sauter le partage d'écran. C'est mieux? Merci, super. Ok, désolé. Donc, en fait, je ne sais pas, on avait vu la partie risque et contrôle? Oui, ça fait que quelques secondes que ça a sauté. Pardon, ouais, j'ai dû cliquer, j'ai fait sauter. Désolé pour la mésaventure. Donc, voilà, je vous présentais la définition du contrôle. On peut définir bien sûr les caractéristiques du contrôle et on a donc la partie évaluation du design et la partie testing. Donc là, où ça va être intéressant dans la plateforme, c'est que vous pouvez attacher vos preuves de contrôle. Donc là, par exemple, je suis sur un contrôle qui s'appelle fournisseur privilégié. Donc, c'est un contrôle pour lequel, qui est automatisé en réalité. C'est-à-dire que je recherche les fournisseurs automatiquement dans ma comptabilité en fonction des soldes de fournisseurs sur les dernières années. Je cherche les fournisseurs qui ont une augmentation très forte du chiffre d'affaires et donc qui sont majoritaires sur la nature d'achat et donc qui seraient privilégiés par un acheteur avec un risque de corruption. Donc là, pour prouver que mon contrôle existe vraiment, eh bien, j'ai attaché une copie d'écran qui démontre bien qu'il y a un dashboarding et que le contrôle existe réellement. Donc là, on voit que l'outil, que la plateforme permet d'attacher des preuves de contrôle. Donc, c'est intéressant puisque vous allez pouvoir, et on n'a pas de limite de taille, donc vous allez pouvoir attacher toutes vos preuves. Et après, vous avez une synthèse des preuves que vous avez attachées. Donc là, moi, je vais en avoir peu, avec à quel niveau vous avez attaché ces preuves. Donc là, au niveau du contrôle, je retrouve ma copie d'écran et j'ai aussi, par exemple, un exemple de contrat. Donc, si je reviens sur mon contrôle, donc je vous disais tout à l'heure que ce contrôle était automatisé. Donc, son efficacité est automatisée. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est que dans la partie testing, effectivement, on voit que j'ai des exceptions qui sont identifiées. Et en fait, c'est un contrôle
où l'intérêt, c'est que vous n'avez rien à faire. Le résultat, enfin, dans un premier temps, le résultat revient automatiquement. Donc, vous avez un KPI. Donc là, la partie Data Analytics, je ne vais pas vous présenter puisque c'est un autre sujet. La partie Data Analytics a fait l'évaluation automatique du contrôle. Elle a identifié 2 fournisseurs privilégiés. Et en fait, ici, on considère que dès qu'on a au moins un fournisseur privilégié, parce que normalement, on ne devrait en avoir aucun, dès qu'il y en a un qui est repéré, eh bien, le contrôle est évalué en étant ineffectif. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisque ça vous permet d'automatiquement avoir l'évaluation de votre contrôle. Et après, le deuxième point, c'est que l'analyse de données vous remonte automatiquement les exceptions. Donc là, on voit qu'il y a un lien qui est fort entre la partie Data Analytics et la partie GRC de la plateforme. Donc, si je vais dans ces… alors, l'intérêt aussi, c'est que la navigation, tout est bien articulé et donc on peut accéder directement aux exceptions. Donc là, je vois que j'ai deux fournisseurs qui me posent problème, EU Industries et Imanus Foundation, et on voit effectivement que là, on a une augmentation forte du chiffre d'affaires sur ces deux fournisseurs. Donc là, ensuite, vous allez pouvoir faire une investigation. Alors, soit par vous-même, soit éventuellement, vous pouvez transmettre un questionnaire à une autre personne. Donc là, je choisis de faire l'évaluation moi-même. Donc là, ça a déjà été renseigné. Et en fait, dès que j'ouvre la ligne, donc je peux sélectionner une ou plusieurs lignes, et là, je vais saisir mon justificatif. Et là, je me dis, effectivement, il n'est pas à risque finalement. Je considère qu'il a été sélectionné via un nouvel appel d'offres, et donc que c'est normal que ce fournisseur a été sélectionné et il a gagné des appels d'offres, et donc c'est justifié que son chiffre d'affaires augmente. Et donc là, vous allez voir que c'est intéressant, c'est que cette justification, comme j'ai créé un questionnaire qui est lié à mes exceptions, la justification, elle remonte automatiquement. Et donc, vous allez avoir la traçabilité complète dans la plateforme, aussi des investigations qui sont remontées. Donc là, on voit qu'on a une traçabilité complète. Et en parlant de traçabilité, ce qui est intéressant dans la plateforme, donc on est quand même sur un outil qui est pour les fonctions de contrôle. Et donc, on a une traçabilité complète de toutes les actions qui ont été réalisées. Ça vous permet de savoir finalement qui est intervenu sur le plan de contrôle, à quel moment et quelle tâche exactement il a fait. Donc là, en fait, il n'y a que moi qui suis intervenu, mais on voit que j'ai mis à jour des contrôles, que j'ai mis à jour des risques, que j'ai ajouté des tâches, etc. Donc, on a une traçabilité complète et ça, c'est vraiment intéressant, notamment vis-à-vis de l'AFA. Vous pouvez justifier tout votre plan de contrôle. Un point important aussi que je voudrais souligner, c'est que ce plan de contrôle, avec ses différentes sections, vous pouvez faire un template et après, vous pouvez copier votre projet et du coup, vous avez déjà un template qui est prêt et vous pouvez faire un second projet. Donc là, dans les demandes, dans ce qu'on souhaitait présenter, il y avait un questionnement qui était comment je fais pour déployer mon plan de contrôle. Donc là, l'idée, si vous avez par exemple fait votre cartographie des risques et vos contrôles en centrale sur la France, vous allez pouvoir copier votre plan de contrôle et le copier par exemple pour un autre pays. On a pris l'exemple là, nous, dans nos différents projets, on a fait un projet aussi pour l'Espagne et donc on a copié-collé, donc on n'a pas à tout ressaisir. Donc ça, c'est assez intéressant. Et un autre aspect intéressant, c'est l'aspect roll forward. Vous arrivez à la fin de l'année, vous pouvez automatiquement réinitialiser votre plan de contrôle pour le testing de l'année suivante, de la période suivante. Et donc là, vous allez avoir la matrice de contrôle qui revient. Par contre, les profs vont être initialisés et vous allez pouvoir de nouveau renseigner vos profs de contrôle et faire votre testing. Un autre point aussi que je souhaitais vous présenter. Donc là, en fait, finalement, on a vu déjà le contrôle au second niveau avec l'automatisation par analyse de données. Alors, j'aurais pu faire l'évaluation manuellement. Là, je vous ai montré par analyse de données parce que c'était c'est un petit peu nouveau. Par contre, ce qu'on peut faire aussi,
si vous souhaitez remonter de l'information du premier niveau, donc quand je vous ai présenté le slide tout à l'heure des activités de contrôle, vous avez le premier niveau et peut-être vous voulez avoir de l'information. Donc là, vous avez un risque sur les fournisseurs divers occasionnels et vous voulez savoir eh bien, au niveau des métiers, est-ce qu'ils ont des fournisseurs occasionnels ou pas et comment ils le justifient. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir créer finalement, envoyer un questionnaire. Donc le questionnaire doit être bien sûr initialisé précédemment. Donc là, vous allez avoir un questionnaire relatif à l'utilisation des fournisseurs génériques. Donc le questionnaire, vous avez un module qui s'appelle Résulte dans lequel vous pouvez créer ces questionnaires. Donc là, on a créé un questionnaire simple pour savoir si des fournisseurs génériques étaient utilisés ou non et comment c'était justifié. Donc, je peux prévisualiser ce questionnaire. Et en fait, vous avez des arbres de choix. Donc là, si je dis oui, on va me dire si oui, pour quelle nature d'achat, quels sont les contrôles qui encadrent son utilisation. Donc, comme ça, vous allez remonter de l'information du premier niveau. Et si on dit non, eh bien, on vous demande, d'accord, mais comment vous assurez-vous que vous n'utilisez pas de fournisseurs génériques? Donc là, pour déclencher les questionnaires, et c'est là qu'on voit qu'on a un aspect très collaboratif dans la plateforme, eh bien, vous pouvez pré-planifier l'envoi des questionnaires. Si par exemple, vous voulez envoyer un questionnaire tous les trimestres, eh bien, vous créez votre nouveau calendrier. Donc là, je choisis mon questionnaire, c'est simple, j'en ai créé qu'un. Donc, je vais mettre un titre, peu importe. Ça, c'est le titre que la personne va recevoir. Il va être notifié par mail. Et ce qui est important de noter, c'est que là, je peux choisir des personnes existantes, mais je peux taper n'importe quel email. Et ça ne nécessite pas de licence supplémentaire. Donc là, je tape un email et la personne, si je veux interroger une personne qui ne travaille pas habituellement dans la plateforme, eh bien, il va recevoir la notification par mail et il va répondre par mail via une page web. Donc là, j'ai une fréquence qui a été choisie trimestrielle. Bon, je pourrais la modifier. Et là, je vais me noter envoyer le questionnaire immédiatement. Eh bien, voilà, parce que je veux le recevoir. Donc là, je me l'envoie moi-même. Donc là, on va avoir une nouvelle tâche qui est créée du 15 avril. Et après, je peux faire le suivi de ces tâches. Donc, je peux voir les personnes qui ont saisi ou pas le questionnaire et éventuellement, je peux paramétrer des relances automatiques. Donc, ça permet vraiment, on voit que là, l'intérêt de la solution GRC, on n'a pas à relancer des personnes par mail ou avoir un répertoire partagé. Tout va être géré depuis la plateforme et tout va remonter depuis la plateforme. Donc là, bon, je ne sais pas si je l'ai déjà reçu. Bon, j'en avais créé un. Donc là, en fait, je me retrouve avec une notification et j'ai juste, ah bah si, voilà, il est arrivé. Donc, il vient d'arriver. Bon, je vais lancer celui-là, c'est pareil. Et donc là, je vais répondre au questionnaire. Je vais dire, par exemple, non, revue mensuelle. J'enregistre. OK, c'est sauvegardé. J'envoie. Et hop, merci, vous avez bien, on me confirme que j'ai bien répondu. Et donc, quand je reviens donc dans la plateforme, il faut que ça se mette à jour. Voilà, on me dit que c'est envoyé. Et ma tâche de contrôle, voilà les. Alors, c'est celui-là auquel j'avais répondu, en fait. Donc, voilà, on voit que je viens de recevoir, vous voyez l'interactivité. J'ai reçu ma réponse dans la plateforme. Et donc, je peux consulter ces réponses. Et donc, à partir de là, eh bien, je vais pouvoir faire mon évaluation, considérer si mon contrôle est effectif ou pas en fonction de ce qui m'a été retourné de mes différents interlocuteurs. Donc, vous voyez qu'on peut à la fois traiter des contrôles, remonter de l'information au niveau 1 ou gérer ses propres contrôles au niveau 2. Donc, maintenant, ce que je souhaite vous présenter, donc on a vu en gros comment centraliser l'information. On a vu que c'était des remontées d'informations en temps réel, qu'on avait une vision unifiée sur le plan de contrôle. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment gérer mes plans de remédiation. Donc là, si je reviens sur mon autre test des fournisseurs génériques, on a vu que j'avais une exception qui avait été identifiée, puisque par le Data Analytics. Et donc ici, je vais pouvoir
créer des observations qui sont de sortes de problèmes. Donc là, j'ai un problème puisque j'ai une existence de fournisseurs privilégiés. Donc là, je vais aller dedans, je l'ai déjà qualifié, hein. Je dis attention, de fournisseur privilégié, je l'affecte à quelqu'un, c'est une déficience, je mets la date quand ça a été identifié, puis après, je peux aussi créer des escalades, etc. Donc, c'est assez interactif. Et donc, derrière, si je vais dans mes observations, eh bien, je vois cette observation, existence de fournisseurs privilégiés, et derrière, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire un plan d'action. Donc là, j'ai créé 2 actions. Je me dis, j'ai des fournisseurs privilégiés. Je vais revoir les contrats sur ces fournisseurs pour voir quel est le niveau, est-ce que les contrats sont bien faits, quel est le niveau d'engagement. Et puis, je vais revoir peut-être le processus de mise en concurrence pour m'assurer qu'ils ne seront pas privilégiés à l'avenir. Donc, j'ai ces 2 actions et bien sûr, je peux envoyer des notifications, les affecter à quelqu'un, donner une date d'échéance et si la personne ne m'a pas répondu, il va avoir un rappel. Et ensuite, éventuellement, je vais faire un retesting. Donc là, on voit qu'on suit toute la boucle depuis la définition du contrôle, son évaluation du design, le testing et derrière la gestion des plans d'action. Le dernier point qu'on souhaitait vous présenter, c'est l'aspect gestion des risques. Donc là, on a vu que dans le plan de contrôle, hein, c'est une approche basée sur les risques, donc on a les risques opérationnels, mais dans iBond, donc là, on a vu essentiellement le module contrôle bond, et vous avez un autre module qui s'appelle stratégie ou risque en français. Donc, c'est ce module-là et qui permet, moi, je me barre des tâches qui me gênent, et qui permet donc de définir ma cartographie des risques de corruption. Donc, sur les contrôles comptables, on a vu qu'on pouvait gérer les procédures de contrôle comptable proprement dites, mais on peut aussi gérer dans la plateforme la cartographie des risques de corruption. Et là où c'est intéressant, c'est que l'AFA, comme je vous l'ai dit, a une exigence forte d'avoir un lien entre les contrôles anticorruption et la cartographie des risques de corruption. Donc là, dans la plateforme, vous allez pouvoir faire ce lien. Donc en réalité, la plateforme vous permet d'avoir une vision centralisée des risques et ensuite, vous choisissez le processus concerné et via des tags, bien votre domaine de risque. Et là, vous voyez que j'ai mes différents risques, donc collusion avec un fournisseur, corruption active d'un client. Et ça correspond aux sections que j'avais créées dans mon plan de contrôle. J'ai choisi de créer une section par risque, et bien ça correspond à cette section-là. Donc là, mon contrôle, il est dans cette case parce qu'il est à évaluer. Et donc après, je vais avoir soit un contrôle accepté, soit peut-être je vais faire un audit, soit de la surveillance ou un plan d'action. Donc je vais pouvoir après déplacer mes risques. Donc là, si on va à l'intérieur d'un risque qui a été créé, donc par exemple corruption active d'un client, alors je suis quand même sur le processus comptabilité fournisseur parce qu'en fait, c'est la corruption active d'un client via l'achat d'un cadeau. Et l'achat d'un cadeau par une facture, eh bien, c'est du processus achat. Donc là, il y avait une question qui se posait dans le webinaire, c'était comment je vais gérer donc déployer ma solution sur les différentes entités. Dans le plan de contrôle, je vous ai montré qu'on pouvait faire 2 projets en France et en Espagne. Et de la même façon, vous pouvez lier un processus à ces 2 entités. Et derrière, vous allez relier au plan de contrôle. Donc là, je vois que je peux faire mon évaluation des risques selon soit en France, soit en Espagne. Donc avec une vision différenciée en fonction des entités. Donc, on a les 2 évaluations, niveau d'évaluation classique, fréquence et impact, donc probabilité et impact, avec une échelle de 1 à 4. On a pris quelque chose de classique. Donc, pourquoi j'ai France et Espagne? En réalité, bien parce que j'ai une définition dans ma carte de stratégie de mes liens entre les processus et les entités. Donc là, j'ai le processus comptabilité fournisseur et je vois avec ces liens qu'il est lié à la France et à l'Espagne. Donc, c'est pour ça que j'ai dans mon profil de risque, dans l'évaluation, ces deux entités. Et ensuite, de la même façon que pour les contrôles, je peux faire de l'évaluation automatique, je peux faire aussi de l'évaluation automatique sur la partie risque. Donc là, la fréquence, j'ai affecté un métrique qui me dit, en fait, j'ai calculé un métrique à partir de questionnaires dans lesquels j'avais des facteurs de risque, et à partir de ces facteurs de risque, j'ai le data analytics qui me fait un calcul. Donc là, ce calcul, je dis, si je suis à 2, eh bien, je suis au niveau peu probable.
donc, mon évaluation des risques, j'ai cette petite icône qui m'indique qu'elle est automatique. Elle est automatique. Par contre, sur l'Espagne, j'ai gardé une évaluation manuelle où j'ai affecté manuellement à la main. L'évaluation peut être soit automatique, soit manuelle. Et ensuite, donc on a un lien avec le plan de contrôle qui se fait au niveau des éléments de maîtrise. Donc là, sur la France, eh bien, je veux indiquer mes éléments de maîtrise pour avoir le risque net. Parce que je vous ai montré auparavant, c'est le risque brut. Et donc, le risque net, la corruption active d'un client, eh bien, là, j'ai le lien avec le plan de contrôle. Et là, je vais indiquer que ça diminue mon risque de 50%, donc je passe de 2 à 1. Donc, ça permet de faire le lien avec le plan de contrôle. Donc, si je vais ici avec les liens de traitement, eh bien, on voit que, alors attendez, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là, eh bien, j'ai coché corruption active de client, qui est mon plan de contrôle que je vous ai montré tout à l'heure, la section du plan de contrôle que je vous ai montré tout à l'heure. On retrouve aussi collusion avec un acheteur. Donc là, ça permet vraiment de faire la boucle. Et le dernier point, c'est que vous avez le niveau d'assurance. Et donc, le système me remonte, m'indique, eh bien, j'ai un risque net parce que j'ai des éléments de maîtrise, mais par ailleurs, quelle est mon assurance? C'est-à-dire, est-ce que mes contrôles fonctionnent ou pas? Eh bien là, j'ai que 50%, puisque corruption active d'un client, ça fonctionne, mais mes autres moyens de maîtrise n'ont pas été qualifiés ou n'apportent pas d'assurance. Et donc, je me retrouve avec un taux qui est uniquement 50% d'assurance. Et à la fin, donc, vous avez votre carte, une heatmap qui vous donne vos niveaux de risque globaux, soit net, soit brut. Donc, on voit que mon risque maximum, finalement, c'est le trafic d'influence. Et là, vous pouvez voir les notations. Donc là, j'ai 4 risques qui ont été évalués de la même manière. Voilà, donc je peux consulter et voir le calcul. Après, j'aurais pu intégrer aussi un autre facteur de risque. C'est assez flexible à ce niveau-là. J'ai pris que fréquence impact, j'aurais pu mettre vélocité ou d'autres facteurs. Donc, voilà ce que je souhaitais vous présenter, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Désolé, j'ai un petit peu débordé. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va passer à la séance de questions. Donc là, on a vu, pour résumer, on a vu la boucle, hein, comment on traitait les procédures de contrôle comptable dans le plan de contrôle et comment on gérait aussi la cartographie des risques de corruption dans le module risque. Alors justement, Fabrice, il y a un certain nombre de questions. Il y en a une qui est intéressante. La mise en place de tous les risques, contrôle interne automatisé, etc. doivent être communiqués et gagner l'accord des représentants des salariés. Combien de temps avez-vous estimé pour cette étape de la mise en place? La mise en place du plan de contrôle et des… la mise en place de la plateforme, mettre en place la plateforme, intégrer tous les risques, tous les contrôles, Sapin 2, RGPD, FCPIF, toutes ces belles choses, mais également la communication avec les représentants des salariés. Parce que la France est bien particulier, l'Allemagne également. Oui, effectivement, il faut prévenir sur la partie anticorruption. Alors là, il y a l'aspect données personnelles. Mais après, sur la partie anticorruption, vous n'avez pas forcément beaucoup de données personnelles parce que vous êtes sur des processus opérationnels et c'est plus des intermédiaires fournisseurs-clients. Alors, des intermédiaires, ça peut être éventuellement des personnes physiques. Donc, effectivement, faire attention à la RGPD. Et par ailleurs, vous devez effectivement informer vos salariés. Mais en réalité, ça se fait par l'intermédiaire du dispositif global, puisqu'il doit être soutenu par le… Vous devez faire un code d'éthique, vous devez former et sensibiliser vos salariés. Donc, en réalité, si vous voulez, l'information aux salariés, ça se fait à travers la mise en place globale du dispositif. Donc là, on est sur un seul pilier, mais c'est les autres piliers qui vont vous faire cette communication, cette acceptation par les salariés. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien, il faut compter un projet de minimum 4 mois, voire 6 mois. Après, si vous voulez faire tous les référentiels de contrôle, ça va forcément prendre plus de temps. Après, ça va dépendre si vous voulez travailler en parallèle ou pas. Sachant que là, vous voyez, l'outil il est quand même assez flexible. Le paramétrage de l'outil en tant que tel n'est pas très chronophage. Ce qui prend du temps, c'est plutôt de bien avoir défini, avoir un process bien stable derrière et faire les choix d'implémentation dans l'outil et former les gens à l'utilisation de l'outil. Mais le paramétrage en lui-même ne va pas être compliqué, sachant que la plateforme, en réalité, c'est en mode SaaS, donc en réalité, le déploiement, il est immédiat. On vous affecte une instance en tant que client,
et vous avez tout de suite accès à toutes les ressources. Après, vous avez aussi la partie analyse de données qui peut se faire qui va se faire en parallèle et qui peut aussi prendre du temps, puisque là, vous devez customiser vos contrôles. Merci. Et autre question qui est peut-être plus pour moi. Envisage-t-il de mettre à la disposition des utilisateurs des modèles en français sur iBond comme cela peut exister en anglais pour les réglementations US? Alors, on a déjà dans iBond des modules type Sapin 2 et iBond parle déjà le français. Oui, alors là, Delphine, juste pour préciser, là, je me suis connecté en français, hein, mais j'aurais pu me connecter, je peux changer en live, me mettre en anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme, vous pouvez aussi utiliser votre vocabulaire. C'est-à-dire que… J'ai vu des logiciels comme ceci, mais plus simples pendant les années 90. Le vrai coût n'est pas l'achat du logiciel, mais les ressources humaines qui vont saisir les éléments de risque, de contrôle, mais également, etc. Je suppose. Alors, il y a deux aspects à la question. Nous, à Galvanize, donc, on va faire l'implémentation ou nous-mêmes ou avec nos partenaires, genre Fabrice, on vous aide à faire l'implémentation. Donc, on va vous aider à mettre tous vos processus, etc. Ensuite, la gestion des risques potentiels. Effectivement, il vous faut une structure derrière, mais généralement, vous n'allez pas avoir 3 ou 4 000 fraudes par an, enfin, j'espère. Je ne sais pas, quelle est ton expérience, Fabrice? Sur la partie Sapin 2 de l'anticorruption, ce qui est important quand même, c'est de revoir les signaux faibles de fraude. Donc, il peut quand même y en avoir un certain nombre. Et après, suite à qualification, effectivement, il peut y avoir un ou deux faits de corruption avérés. Mais effectivement, en général, on n'est pas sur des dizaines de faits chaque mois. Par contre, il y a quand même il faut que vous mettiez en place un dispositif d'analyse des résultats, puisque vous allez avoir un certain nombre de contrôles. Là, c'est vraiment important de penser en amont à pouvoir exploiter les résultats, parce que notamment si vous avez du data analytics, parce que si vous ne le faites pas, ça peut être reproché par l'AFA, qui va vous dire vous avez mis en place des contrôles, vous avez des résultats et vous ne les avez pas investigués jusqu'au bout. Donc, oui, ça peut être pire même. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir non plus trop de contrôles. Il faut vraiment que les contrôles couvrent les risques, mais il ne faut pas multiplier les contrôles. Sinon, après, vous vous retrouvez avec un effet contraire à ce que vous souhaitez. Tout à fait. Autre question, peut-on faire un double rattachement avec les risques par processus et un risque majeur? Un double rattachement. En fait, les processus, là, quand je vous ai montré la carte de stratégie, oui, vous pouvez affecter différentes entités à différents processus. Donc, c'est NN. Et de la même façon, sur les risques opérationnels et contrôles, c'est du NN. Après, les processus, en fait, quand vous créez des sections, vous avez une stratégie. Quand vous étiez dans le plan de contrôle, là, je vous ai montré, comme on était sur Sapin 2, on a fait une stratégie, on a créé des sections par risque, en réalité, pour être en lien avec les cartographies des risques. Mais j'aurais pu faire des sections par processus. Et donc là, je peux faire un lien aussi flexible entre mes process et mes contrôles. D'accord. Est-il possible d'avoir une vue d'ensemble via un tableau de bord présentant les contrôles et leur statut ou les alertes? Oui, alors ça, c'est ce que je vous ai montré sur cet écran-là, en fait, où vous avez effectivement le statut des contrôles. Donc, est-ce qu'il est, le design est bon et est-ce qu'il est efficace? Donc là, vous avez, donc ceux-là, ils n'ont pas été évalués, mais là, vous voyez sur l'ensemble des contrôles, là, je suis sur Sapin 2, mais j'aurais pu prendre n'importe quel référentiel de contrôle. Donc, j'ai ma vision des contrôles. Et par ailleurs, là, je n'ai pas eu le temps de vous le présenter, mais vous avez un outil dans la plateforme iBond qui s'appelle le Storyboard, dans lequel vous pouvez faire des graphiques ou des tableaux. Donc, pour faire des graphiques de l'avancement ou du statut de vos contrôles. Et dernière question, puisqu'il est 11 heures, quel est le coût de mise en œuvre du système de contrôle interne soutenu par cette plateforme? Vous avez un coût d'implémentation et un coût, donc une fois, et un coût récurrent annuel de licence en fonction de l'importance de la plateforme et du nombre de licenciés dans la plateforme. Donc, si vous êtes intéressé,
je peux me mettre en contact avec vous et on peut discuter avec Fabrice et moi-même plus approfondi. Tout à fait. Donc, effectivement, comme tu le disais, il y a le coût d'implémentation de l'outil, donc le projet qu'on va faire au départ. Et ensuite, vous allez être autonome parce qu'on va vous former à l'outil. Il n'y a pas d'exigence technique. Donc, on va vous former à l'outil, vous allez prendre la main. Et par contre, vous aurez bien sûr les licences d'accès à la plateforme, qui est un abonnement annuel en fonction du nombre de licences et des modules que vous choisissez. Exactement. Voilà, on va terminer ici. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Merci Fabrice. Compris Delphine, c'est un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.